Bonjour à tous. Eh bien, nous voici réunis pour la deuxième édition du mini-café du citoyen en ligne. Alors, cette fois-ci, nous allons explorer un autre thème qui est les transmissions culturelles familiales. Alors, c'est, je pense, un thème qui nous dit quelque chose à tous, parce qu'on est tous porteurs de culture, parce on appartient tous à des familles, parce qu'on a à cœur de transmettre des choses importantes pour nous à nos enfants. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'explorer un petit peu ce thème-là. Alors, je vous présente autour de la table Marie-Laurence, Cheraman, Lorraine Dana. Bonjour. Et Daniel. Et Daniel. Voilà. Alors, quand on vous dit transmission culturelle familiale, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui, évidemment. Oui, beaucoup. Ben oui. Et ça vous parle comment? Est-ce que ça vous amène à des images de choses par rapport à votre propre famille? Oui, forcément. Forcément, puisqu'après, c'est le point de départ, ça, la famille. Après, on peut transmettre à d'autres personnes autour de nous, mais la famille, c'est déjà le point de départ. Donc forcément, on a vécu des choses, on a fait des choses avec notre famille, qu'on a peut-être reproduites après avec d'autres personnes, pour essayer de faire partager, nous, notre culture avec les autres. Ouais. La famille, c'est la base de la société. Ouais. Mon premier examen de sociologie à Sciences Po, c'était que la famille, c'est la base de notre société. Donc notre papa, notre maman, nos frères et sœurs, c'est notre première société. Et ensuite, on sort et on rencontre des amis et d'autres personnes. Et c'est pour ça que la base de notre société, notre famille, c'est les premiers pas, en fait, intellectuels, culturels, pour un enfant, pour grandir. Complètement. La famille, en fait, la cellule familiale, c'est le berceau de l'identité d'un être humain, de la personnalité de l'être humain. En fait, quand l'enfant commence à comprendre des choses et les enfants commencent à apprendre des choses à un âge très bas, et donc l'enfant va être imprégné par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qui est véhiculé dans la famille. Et la famille est une mémoire familiale et collective en même temps. Donc il y a des choses qui se répètent. L'enfant veut imiter, veut comprendre, veut faire comme l'autre, et donc il commence cet échange, cet apprentissage au sein de cette cellule familiale avant de commencer à élargir donc ceci en dehors de la cellule familiale, soit dans les collectivités ou plus tard dans la société. Oui. Et du coup, cette transmission culturelle, elle se fait d'abord au niveau de la maison, donc dans le foyer familial, que ce soit la cellule familiale restreinte, comme nos sociétés connaissent aujourd'hui, donc les parents et les enfants, soit la grande famille qui intègre donc d'autres membres de la famille, que ce soit du côté père ou du côté de la mère, ou les deux ensemble. L'essentiel, au départ, donc dans la construction de l'identité de l'enfant, il y a cet apport très important de culture et de personnalité qui émane donc de cette cellule familiale. C'est vrai que c'est la base. Mais ensuite, on rencontre à l'extérieur des personnes qui nous enrichissent beaucoup plus. Enfin, je parle en ce qui concerne moi et Daniel. Je suis italienne, Daniel est anglais. Nous avons une petite qui est née en France il y a presque 4 ans. La petite, elle parle italien, anglais et français. Et c'est vrai que quand ma mère vient à la maison, elle me dit
qui est une femme italienne du sud d'Italie. « Oh mon Dieu, la pauvre, elle ne comprend plus rien. » Et je dis « Mais non, la pauvre, quelle chance, elle parle déjà 3 langues. » Exactement. On voit les choses de manière totalement différente. Mais si je pense à moi, qui suis ressortie d'une famille modeste du sud d'Italie, je me souviens qu'à l'école, j'avais rencontré une copine qui était moitié grecque, moitié italienne, et que grâce à elle, j'étais beaucoup stimulée quand j'avais 17 ans à faire des études de langue et à partir à l'étranger pour chercher d'autres choses. C'était aussi grâce à cette amitié que j'ai été poussée, moi, dans ma vie, par exemple. Je n'étais pas poussée par mes parents, mais j'étais poussée par cette copine. Et aujourd'hui, on a une famille, on va dire européenne, même malgré les Anglais sont sortis de l'Europe. Où notre fille apprend, ça oui, les pauvres. Où en fait, la petite, elle apprend en fait un peu de la maman italienne, un peu de la maman qui a embrassé, on va dire, la culture française, et un peu du papa roast beef. On peut rigoler, on peut rigoler. Oui, en fait, il est très important, comme je disais, quand on sort de la cellule familiale, après, il y aura ce frottement social. Soit, et comme j'avais dit, que la transmission au sein de la famille, ça impacte la personnalité et ça impacte donc l'individu dans sa totalité. Quand on est d'une façon consciente dans l'adoption de ce que les parents nous ont transmis, de ce que la famille nous a transmis, on peut véhiculer ça en dehors de la famille, dans la société, et impacter peut-être d'autres, sachant aussi que le frottement avec les autres fait qu'on adopte d'autres façons de voir la culture, d'autres façons de se comporter dans une société donnée, et c'est cet apport de l'extérieur qui vient compléter en fait ce que devient notre personnalité adulte. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que l'influence de la famille, elle est très très importante, à commencer par la langue. Oui. Pour les personnes qui parlent venues d'ailleurs, on va dire, comme ça. Pour les personnes venues d'ailleurs, il y a beaucoup de choses, je pense, à commencer par une façon de voir le monde, parce que de toute façon, je pense que ta langue structure ta façon de voir le monde. Moi qui viens d'une famille créole, antillaise, qui suis née à Paris, qui n'ai pas vécu aux Antilles. Je connais les Antilles, mais je n'ai pas vécu aux Antilles. J'ai en moi une certaine façon de voir le monde qui est antillaise. J'ai une façon de voir le monde qui est une façon de voir le monde de l'angle du français métropolitain, mais qui coexiste avec une façon de voir le monde antillaise. Et moi, cette façon de voir le monde antillaise, je tenais absolument à ce que mon fils, par le biais de la langue, ait une continuité avec la lignée. Complètement. Ah ouais. Il faut qu'il y ait toujours un lien avec tes ancêtres, quoi. Oui. De toute façon, c'est pareil. Moi, je suis née à Paris. Mes parents sont nés à Paris. Mes grands-parents sont nés à Paris. Et donc, du coup, c'est vrai que on a eu des grands-parents. Enfin, moi-même, j'ai eu des grands-parents qui nous racontaient la guerre, qui nous racontaient toutes ces choses-là. Bon, c'est rigolo, mais il faut qu'on s'informe sur ces choses-là. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il faut qu'on sache pourquoi il y a des gens qui moi, mes grands-parents, pour moi, quand il y a la guerre, tout le monde meurt. Quand j'étais petite, non, mes grands-parents, ils étaient encore vivants. Mes parents, ma mère a vécu la guerre aussi. Et je me suis dit, ils s'en sont sortis. Donc voilà, ils sont là et ils nous ont parlé de tout ça. Et ça aussi, c'est de la culture.
parce que ça reste de l'histoire, même si maintenant on commence à en parler un peu moins de toutes ces choses-là, parce que c'est loin. Mais il y a un devoir de mémoire. Par le fait de la transmission de la culture, moi je pense qu'il y a un devoir de mémoire. Et tout ça, il faut en parler, même si c'est pas rigolo. Et il y a des enfants qui sont demandeurs. Moi j'ai des enfants qui nous demandent. Mais ils nous demandent même à nous si on a fait la guerre, quoi. Parce que voilà, quand nous en entendons parler, vous avez fait la guerre, vous avez subi la guerre. Non, nous non. Nos parents, oui, mais nous non. Heureusement pour nous. Mais ça aussi, ça fait partie de la culture, de leur culture, voilà. Et on essaye aussi de leur apprendre ça, comme on leur apprend plein d'autres choses. Et par contre, les enfants, c'est des buvards, hein, donc il faut profiter, justement, quand ils sont petits, de leur parler plein de choses. Moi, je prends un livre, n'importe quel livre, j'ai mon petit-fils à côté de moi, je lui lis le livre, il écoute, et en lui lisant le livre, je lui explique le pourquoi du comment de ce livre-là, je lui explique, voilà. Après, il en fait ce qu'il veut, hein, le gamin, il est petit, mais il y a des fois, on s'aperçoit que peut-être, je sais pas, un mois après, le gamin, il te ressort des choses par rapport à ce que tu lui as raconté. Donc ça peut être ton histoire que tu lui racontes, il va te sortir ce dont tu lui as parlé, ou des histoires que tu lui racontes sur les livres. Et puis tout ça, c'est de la culture pour moi. Tout ça, c'est important de véhiculer toutes ces choses-là, d'apprendre aux enfants. Et je trouve que les enfants de maintenant, ils cherchent de plus en plus à savoir, à apprendre. Moi, mes enfants, ils ont 35 ans. Hein. Et ben, je trouve qu'on n'a pas éduqué nos enfants qui ont 35 ans comme on éduque les enfants de maintenant. C'est plus du tout la même chose. Moi, je trouve qu'on fait plus attention à ce qu'on peut leur transmettre aux petits. Moi, à mes petits-enfants, je trouve que je leur transmets beaucoup plus que ce que j'ai transmis à mes enfants moi-même. Parce que peut-être tu as plus de J'ai disponibilité. plus de disponibilité. J'ai été au musée avec mes enfants, j'ai fait des sorties culturelles avec mes enfants, mais j'en ai fait beaucoup plus avec mes petits-enfants. Ça, c'est évident. Je pense que c'est dû au fait vraiment la disponibilité que vous aviez il y a 30 ans et la disponibilité. Voilà, justement. Justement, vous travaillez ça. Voilà. Ça. Sachant aussi qu'au niveau du foyer familial, on a parlé de la transmission linguistique, on a parlé donc de cette part de culture, parce que dans la culture, il y a plusieurs facettes. Donc il y a la langue maternelle ou la langue de nos origines. Il y a aussi la façon de s'habiller, parce que selon les origines, il y a des différentes façons de s'habiller, que ce soit au quotidien ou alors dans certaines réceptions ou dans certaines circonstances ou moments festifs ou autres. Il y a aussi toutes les préparations culinaires. Ah, la nourriture. La nourriture, ça passe aussi par ça. Ah, la nourriture. Parce qu'un enfant, quel qu'il soit, quand il grandit, il a cette saveur, cette image de ce qu'il a mangé, de la main de sa grand-mère, de sa maman, etc. Il y a aussi la transmission culturelle de tout ce qui est apprentissage par les livres, donc par ce qui est écrit. Il y a l'oral et l'écrit. Et donc les deux peuvent être complémentaires. Il y a certains qui ne travaillent que sur l'oral et que c'est très riche. D'ailleurs, on perd maintenant tout ce qui est Kant, etc. Et ça revient heureusement. Il y a une reprise de conscience sur ça. Et il y a tout ce qui est transmis par l'écrit. Et il faut être justement dans cette vigilance au quotidien en tant que maman, que grand-mère, de lire, mais en même temps de mettre un arrêt peut-être par rapport à la lecture et d'expliquer certaines choses pour que cet enfant que tu as appelé buvard puisse absorber le maximum d'après donc ta conscience à toi. Et du coup, il y a aussi la culture comme on la connaît par la musique, donc différentes richesses musicales. Donc est-ce qu'on travaille l'oreille de l'enfant par rapport à telle musique? Quelles sont les valeurs qu'on peut transmettre par la musique? Parce que toutes les musiques ne se valent pas et toutes les chansons ne se valent pas. Donc les parents, d'une façon consciente ou non, transmettent tout ça. Et le parler, la musique, la cuisine. Il y a aussi les sorties culturelles.
que certains parents, d'une façon Oui. peut-être soit consciente, parce qu'ils savent que eux peut-être ils n'ont pas vécu ça, et et justement dans la société ils ont appris à développer ce côté sortie culturelle qu'ils donnent à leur tour à leurs enfants. Mais il y a aussi le côté inconscient. Moi j'étais élevée à aller visiter tel endroit, à te connaître tel truc, à découvrir, et donc à la foulée, je fais faire à mes enfants ce que mes parents ont fait avec moi. Oui. Et ça devient des fois d'une façon inconsciente si le temps le permet. Et toutes ces facettes culturelles, je reviens encore à la chose que au fait que ça sculpte l'identité et la personnalité de la personne qui peut la reconduire avec ses propres enfants si la personne approuve ça. Mais si au frottement social avec les autres, il est plus attiré avec une autre façon de faire, une autre pensée, il peut peut-être là faire un frein et puis absorber, adopter d'autres cultures et les mettre en pratique dans sa vie personnelle et transmettre peut-être plus tard à ses enfants. Je crois que Moi, je maintenant, pense que les choses ne sont pas aussi rigides que ça. Oui. Je pense que, voilà, tu baignes dans un environnement, eh bien, tu absorbes cet environnement. Oui, complètement. Qui finit par faire une partie de toi. Il n'y a pas les... voilà, enfin... Il n'y a pas, je à sais se pas forcer. Parce que c'est vrai que quand on le dit comme ça, il y a les sorties culturelles, il y a ceci, il y a cela, parfois on peut se sentir, oh mon Dieu, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Oui. Et en fait, en réalité, parfois je comprends un peu ce que Marie-Claire veut dire. Parfois, il faut juste vivre comme on est... vivre. Exact. Et en fait, se dire, il y a les sorties culturelles, mais il y a les sorties, juste les sorties. Banal. On fait une sortie avec maman et papa, on va dans la nature. C'est une expérience. Absolument. L'expérience elle-même, elle est formative déjà en soi-même. Donc, voilà. Complètement. Et parfois les enfants, nous les mamans, parfois quand on se fixe, il faut faire la sortie culturelle. Mais en réalité, ça arrive que quand on fait une sortie parfois très, très simple dans la nature, ça reste plus ancré dans la mémoire des enfants. Complètement d'accord. sortie. Je ne sais pas comment est-ce que ça a été entendu par rapport à ce que je disais, mais moi, Non, très quand bien, je très disais sortie culturelle, je ne voulais pas dire spécifiquement les musées, spécifiquement tel truc. Une sortie culturelle, c'est là où on apprend, par exemple, moi, dans ma famille, quand on part en voyage et on a le plaisir de faire des voyages ensemble, on se mêle aux autres populations, à leur mode de vie, et on apprend de ça, et ça, j'appelle ça une sortie ou un voyage culturel. Oui. Donc c'est pas une contrainte, il faut que j'aille ça et faire un planning et c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure d'une façon le mot d'une façon ou l'expression. Non, c'est très bien. D'une façon consciente ou non. Oui, je voulais juste, en fait, vous êtes exprimé très très bien. En fait, je voulais ajouter à ça que de manière générale, les enfants, ils sont autour de nous et ils vivent des expériences. Exact. Avant tout, il y a l'expérience de la vie naturelle. Faire à manger avec maman. Exact. En faisant à manger, j'apprends comment maman utilise des épices. Ça me ramène à son pays, à son histoire, à son parcours. Je vais laver la voiture avec papa. Mais les gestes de mon papa, les gestes de ma maman, sont une expérience qui reste ancrée dans mon corps, dans ma mémoire, qui sont parfois formatrices ou formateurs, on dit, que des choses très bien réfléchies. Voilà, des choses plus L'apprentissage de la vie. L'apprentissage de la vie. Enfin, on apprend de maman, parfois, aujourd'hui, je raconte des histoires à ma fille au lit, surtout mon mari, mais moi aussi. De ma mère, j'ai 2 comptines, par exemple. Je raconte les mêmes comptines à ma fille parce que je veux lui transmettre ce savoir qui s'est transmis. Contrairement, mon mari, il a une culture différente. Si ma mère me racontait une histoire peut-être 2 fois par semaine, Daniel, il avait une histoire par jour. Donc, il a beaucoup de comptines dans sa tête, par exemple. Et on sait aujourd'hui, si on prend notre exemple tout simple, alors lui, c'est plutôt l'homme des comptines avant de dormir. Et moi, c'est la comptine pendant qu'on prépare à manger. C'est 2 expériences différentes. La petite, avec lui, elle voyage avant de s'endormir.
mais avec moi, elle est amenée dans les mondes de mamans du sud d'Italie, qu'on fait à manger, qu'on chante, ça papote, l'histoire de mamie, de la mamie, de la mamie. Parce qu'il y a ça aussi qu'on oublie. Quand on est lointain parfois de la famille, ou quand on se retrouve avec, sa propre famille, maman et papa, c'est à nous parents de leur raconter qui était papy, qui était mamie, qui est l'oncle, le tonton. L'histoire familiale qu'on perd totalement aujourd'hui, je trouve, dans notre société. On ne retrouve plus les histoires de ma tante, de mon oncle, comment mon papy et ma mamie se sont rencontrés en 1900, quelles étaient les habitudes des personnes à cet âge-là, par exemple. Vous avez parlé de la guerre. Quelle chose magnifique. Aujourd'hui, on apprend très peu, mais entre nous, il y a encore des personnes qui ont vécu, ou qui ont vécu juste l'après-guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Il faut rappeler aux enfants comment on a évolué et surtout quelle chance on a aujourd'hui d'en être là et d'avoir tout ça. Moi, mes enfants, qui ont 35, 36 et quelques années, 38, ne connaissent pas le téléphone à cadran où il fallait mettre le doigt et tourner. Et je leur ai dit, nous, notre téléphone, c'était ça chez mes parents. On avait le téléphone, on mettait le doigt dans les trous et on tournait. Et ils ont été, ils nous regardaient, mais d'où vous sortez? Vous venez de quelle planète? Ah oui, mais je dis, c'était comme ça. C'est l'évolution. Ah bah ouais, c'est l'évolution. Et nos mes petits-enfants, ça va être pire encore. Bien ça sûr. va être pire encore. Et Bien sûr, quand je parlais à mon fils, qui est pourtant pas... quand je lui dis, mais moi, mon grand, pour moi, l'ordinateur, c'est quelque chose de nouveau. Pour lui, je fais partie de la préhistoire. Comment elle a fait pour vivre sans ordinateur? C'était quoi ce monde? Et sans SMS chaque 2 minutes. Oui, son téléphone mobile. Comment vous vous rencontriez avant? On se donnait un rendez-vous dans un... Comment vous êtes déplacé sans navigateur? Oui. Alors, incroyable. Exact. Déjà, moi, je me souviens que quand je suis arrivée en France, je faisais avec les panneaux encore. Oui. Aujourd'hui, Nous, en vacances, on avait la carte routière. Ben voilà, la carte C'est routière. moi qui disais. Et puis, on s'arrêtait, on demandait, alors, monsieur, bonjour, pour aller, qu'est-ce que je dois faire pour... C'était plus convivial. Et moi, je me rappelle, à l'époque de ma prime jeunesse, je ne vous dirai pas quand, j'avais une amie, justement, ma meilleure amie était italienne. Donc elle vivait dans le nord de l'Italie. Et je me rappelle qu'on se donnait des rendez-vous téléphoniques pour pouvoir se joindre d'une cabine italienne à une cabine française. Donc c'était un Mais monde... ça, on a du mal à transmettre ça parce que les enfants et les petits-enfants, on va leur en parler, mais ils ne s'imaginent même pas ce que ça représente. Donc c'est difficile à faire passer ces choses-là. Alors il faut avoir des photos, oui, effectivement, mais maintenant, les photos, on en fait, mais on ne les imprime plus. Mais moi, ou alors quand vous regardez un film, vous pouvez dire, voilà, ce vieux film, il y a ce téléphone et c'est ce qu'on avait à la maison. On avait une attente qui était différente. On devait attendre quelque chose. Aujourd'hui, on a tout et tout de suite. Tout va trop vite. Tout va aller vite. Alors, Et moi, je reviens au sujet. dans ces transmissions de ce que l'on passe de génération en génération, on s'est quand même posé la question, peut-être à tort, peut-être à raison, on ne sait pas, est-ce que les mamans sont plus porteuses? Est-ce que les mamans transmettent plus des choses de leur histoire, de leur vie, de leur culture, de ce qu'elles sont, de ce qu'étaient les générations d'avant, que les papas? Je ne suis pas certaine. Si vous regardez nous, ce couple-là, on est un peu étrange. Je ne suis pas certaine. Comme je viens de dire, Daniel, il a beaucoup plus de mémoire de son enfance et des comptines et de ce qu'il a vécu avec ses parents.
Moi, j'apporte un savoir qui est totalement différent, qui est par exemple autour de la nourriture, ou autour de la danse, autour de... Mais ça se complète. Ouais, je ne sais pas si ça se complète, C'est mais je peux vous dire que ce n'est pas que moi qui transmets à ma fille, par très exemple. bien, très bien. Et ça revient au phénomène dont on discute maintenant et la part que prend l'homme dans la cellule familiale. Avant, Alors, deux pays différents. Hein. Moi, je suis italienne. Dans l'éducation des enfants et dans la présence, dans l'évolution donc des enfants. Oui, mais alors, par contre, je tiens à faire une précision. Je suis italienne. Je pense que la majorité de la transmission a été faite par ma mère, car mon père, il était qu'au travail. Ouais. Lui, il devait que travailler. Ouais. Dans la société, je vous parle l'Italie des années 80. Ouais. Moi, je suis Contrairement. française, c'était pareil. C'était Pareil, pareil. c'était Dans pareil. la société de Daniel, alors même âge, Oui. le papa transmettait déjà autant que la maman. Ah oui, d'accord. Ah. Si avec papa c'était le sport, les contes, Ouais. les expériences, voilà, Ouais. peut-être un peu plus masculines, on va dire, je sais pas, mais quand même maman et papa transmettaient Les tous gens- les deux, même âge, mais deux pays différents. Ça fait- L'Angleterre et l'Italie. Ouais. C'est pour ça. Je n'ai pas parlé très bien le français, excusez-moi. Pas de problème. Mais et c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Mais pour moi, c'est pas un ou l'autre. Oui. C'est le deux. C'est le deux. Complètement. Un C'est sens ce qu'il qui doit faut. être. Normalement, c'est ce qu'il faut. Là. Oui. C'est ce qu'il faut pour faire un équilibre. Ouais. Mais- Mais c'est vrai que peut-être nous, nos sociétés italiennes, françaises, ou je ne sais pas plus latines, c'était plus la C'est maman qui transmet. exactement ça. C'est le truc Mais- latin et anglo-saxon. Et peut-être qu'en fait, notre société change. Et que Oui. ce qui était quasiment, enfin, on va dire, le territoire de la femme, s'est ouvert aux hommes. Parce que... Parce que c'est important. Ben oui, parce Parce que que c'est important que le papa transmet le soin, enfin, Oui, les transmissions que lui, il a acquis. Complètement. oui, Il faut que lui aussi ait l'opportunité Oui. de les transmettre à ses Oui. enfants. oui, Et oui. c'est très bien. Moi, je vois mes enfants avec leurs enfants. Le papa, il interagit beaucoup. Moi, mon mari, il ne transmettait rien. Les enfants allaient lui poser des questions pour pouvoir savoir certaines choses. Mais de lui-même, il ne transmettait rien du tout. Moi, je vois mes enfants, aussi bien ma fille que mes fils, mes beaux-enfants, pareil, ils transmettent beaucoup plus, tous les deux. Tous les deux, ils transmettent chacun de leur façon, ils transmettent à leurs enfants. Je pense que c'est une question de génération. Là. On est passé dans un truc où les papas, ils sont plus présents, les papas, ils s'occupent plus des enfants. Moi, à mon époque, mon père, il allait travailler, il ne s'occupait pas de nous. C'était ma mère qui était à la maison, qui s'occupait de nous. C'était, ma mère était plus stricte que mon père, parce que ma mère était tout le temps là, à nous dire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas agir comme ça. Alors que mon père était au travail, il rentrait le soir, il était fatigué. Et voilà, il n'y avait pas d'interaction avec notre papa. Beaucoup plus avec notre maman, et pas forcément toujours des bonnes choses. Hein. Oui. Eh bien, je pense que c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Donc, en projet, le retour de la convivialité. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.